Tout a commencé par un simple match sur Tinder. J'avais pris l'habitude de parcourir les profils sans grande conviction, mais quelque chose chez lui m'avait arrêté. Son prénom était Lucas. Il avait un sourire désarmant, un regard profond, et ses descriptions étaient simples mais captivantes. À la recherche d'une vraie connexion, disait-il. Nous avons commencé à discuter, et dès les premiers échanges, j'ai senti une alchimie particulière. Lucas semblait me comprendre mieux que quiconque. Il posait des questions pertinentes, s'intéressait à mes goûts, à mes rêves, à mes peurs. Chaque réponse de sa part semblait parfaitement calibrée, comme s'il lisait en moi. Les jours se sont transformés en semaines, et nos discussions sont devenues une routine. Il m'envoyait des messages dès le matin, des mots doux pour illuminer ma journée. Il semblait si attentif, si sincère. « Tu es spécial », me disait-il souvent. Et même si une petite voix au fond de moi trouvait tout cela presque trop parfait, je n'y prêtais pas vraiment attention. Un soir, après des semaines à échanger, Lucas m'a proposé de nous rencontrer. Il m'a invité dans un restaurant qu'il décrivait comme discret et charmant, un endroit où il disait aimer aller pour réfléchir. J'ai accepté, excité et nerveuse à l'idée de le voir enfin en personne. Ce soir-là, je me suis préparé avec soin. Je voulais faire bonne impression. Alors que je me regardais dans le miroir avant de partir, je me suis surprise à sourire. Peut-être que cette fois, c'était le bon. Le restaurant où nous devions nous retrouver était exactement comme Lucas l'avait décrit. Petit, discret, avec une lumière tamisée qui créait une ambiance presque intime. En arrivant, je l'ai vu assis à une table dans un coin, un sourire éclatant illuminant son visage dès qu'il m'a aperçu. Il s'est levé pour m'accueillir, me complimentant sur ma tenue et me tirant la chaise d'un geste galant. Au début, tout semblait parfait. Lucas était aussi charmant en personne qu'il l'avait été en ligne. Il savait maintenir la conversation, faisait preuve d'humour et semblait vraiment intéressé par ce que je racontais. Mais rapidement, de petites choses ont commencé à me troubler. Lorsque j'ai proposé de prendre une photo de nous pour immortaliser le moment, son visage s'est figé. Il a esquivé la proposition en riant, disant qu'il n'aimait pas être capturé par les caméras. J'ai insisté à la blague, mais il a rapidement changé de sujet, comme s'il voulait éviter la discussion à tout prix. En regardant autour de nous, j'ai aussi remarqué qu'il évitait constamment de se placer dans le champ des caméras de sécurité. Il s'asseyait de manière à être hors de vue et semblait observer la salle avec attention, comme s'il surveillait quelque chose. Mais ce n'était pas tout. Au cours de la conversation, Lucas a mentionné des détails sur ma vie que je ne me souvenais pas lui avoir partagés. Il connaissait le quartier où je vivais, parlait de mon travail avec une précision troublante et m'a même fait un commentaire sur une couverture que j'avais sur mon canapé. Mon cœur a légèrement accéléré, mais je me suis dit que peut-être je lui avais raconté tout cela sans m'en souvenir. Malgré ce malaise naissant, je me suis forcé à rester. Peut-être que j'exagérais, que mon imagination me jouait des tours. Lucas continuait de me sourire, ses yeux plongés dans les miens, et je voulais croire qu'il n'y avait rien de plus derrière ces petites étrangetés. Mais au fond de moi, un doute grandissait, lentement mais sûrement. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à la soirée. Quelque chose dans l'attitude de Lucas m'avait mise mal à l'aise, mais je ne voulais pas me laisser envahir par la paranoïa. Je me suis convaincu que j'étais fatigué et que mon esprit me jouait des tours. Je me suis allongé sur le canapé, attrapant mon téléphone pour revoir nos anciennes conversations, peut-être à la recherche de quelque chose qui expliquerait son comportement étrange. En glissant dans ma galerie de photos, une vidéo a attiré mon attention. Elle n'avait pas de titre, et la miniature montrait une image floue, sombre. Intrigué, j'ai appuyé sur lecture. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La vidéo avait été filmée dans ma chambre. On pouvait voir mon lit, mon corps endormi sous les draps, respirant paisiblement dans la pénombre. Mais ce n'était pas le pire. Derrière la caméra, une voix chuchotait doucement. C'était Lucas. Regarde comme elle est belle, si paisible. Je pourrais rester ici pour toujours, juste à la regarder dormir. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais aucun souvenir de cette vidéo. Comment était-elle arrivée sur mon téléphone? Quand avait-elle été filmée? Et surtout, comment Lucas avait-il pu entrer chez moi? La panique m'a envahi. Je me suis précipité pour appeler la police, mais mon téléphone a commencé à agir étrangement. L'écran s'est figé, puis s'est éteint sans raison. Lorsque j'ai tenté de le rallumer, il vibrait, affichant brièvement des messages d'erreur incompréhensibles avant de s'éteindre à nouveau. Je me suis senti prise au piège, isolé, vulnérable. Chaque bruit dans l'appartement me faisait sursauter. Était-il encore là? M'observait-il en ce moment même? Je me suis retranché dans un coin de la pièce, incapable de réfléchir clairement. Une chose était certaine, Lucas n'était pas l'homme que je pensais connaître. Et ce que je venais de découvrir n'était probablement que le début d'un cauchemar bien plus sombre. Le lendemain matin,
Alors que je n'avais pas dormi de la nuit, Lucas m'a envoyé un message. Il agissait comme si de rien n'était, comme si notre rendez-vous s'était parfaitement déroulé. Il me proposait de nous revoir, me promettant une surprise qui, selon lui, changerait ma vie. Mon instinct me criait de couper tout contact avec lui, mais une partie de moi voulait des réponses. Comment avait-il pu filmer cette vidéo? Pourquoi agissait-il ainsi? Et surtout, qu'avait-il prévu pour moi? Après avoir longuement hésité, j'ai accepté de le rencontrer, mais j'ai insisté pour que ce soit dans un café bondé, où je pourrais me sentir en sécurité. Lorsqu'il est arrivé, il avait le même sourire charmant que la veille, mais cette fois, quelque chose dans ses yeux m'a glacé. Il avait un regard fixe, intense, comme s'il contrôlait chaque détail de la situation. Je me suis forcé à rester calme, même si mon cœur battait à tout rompre. Pendant que nous parlions, j'ai essayé d'aborder subtilement ce que j'avais découvert. Je lui ai demandé, à la blague, s'il avait déjà pris des vidéos embarrassantes de ses amis ou de sa famille. Mais il a évité ma question avec un sourire énigmatique, avant de répondre d'une voix douce. Pourquoi prendre des vidéos quand on peut vivre le moment en direct? Ces mots me mettaient mal à l'aise. Puis, d'un ton soudainement plus sérieux, il m'a fixé et a murmuré. Tu n'auras bientôt plus besoin de ton téléphone, de toute façon. Je l'ai regardé, choqué. Avant que je puisse répondre, mon téléphone, posé sur la table, a commencé à agir bizarrement. L'écran s'est allumé tout seul, des applications s'ouvraient et se fermaient, et finalement, l'appareil s'est éteint. Lucas, lui, souriait, comme s'il contrôlait chaque instant. Tout va bien, me dit-il doucement. Tu n'as pas besoin de ça. Je peux t'offrir tout ce dont tu as besoin. Mon sang s'est glacé. Il savait. Il savait pour la vidéo, pour mon angoisse, pour tout. À cet instant, j'ai compris qu'il jouait avec moi depuis le début, et que j'étais tombé directement dans son piège. Je savais que je devais partir immédiatement, mais mes jambes semblaient clouées au sol. Lucas continuait de me fixer, son sourire devenant de plus en plus malsain. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais je sentais son emprise, comme si sa présence m'étouffait. Rassemblant tout mon courage, j'ai prétexté un appel urgent et me suis levé précipitamment. Il n'a pas essayé de me retenir, mais son regard suivait chacun de mes mouvements. Avant de quitter le café, j'ai brièvement tourné la tête et je l'ai vu assis là, impassible, comme s'il savait que ce n'était pas la fin. Une fois dehors, j'ai couru sans m'arrêter, mon esprit en proie à un chaos total. Je voulais aller à la police, mais comment leur expliquer tout ça? Une vidéo étrange, un téléphone défaillant, un homme au comportement troublant. Cela ne suffisait pas pour qu'on me prenne au sérieux. Quand je suis rentré chez moi, j'ai barricadé la porte et fermé toutes les fenêtres. Je me suis effondré sur le canapé, épuisé, mais incapable de fermer l'œil. La peur me rongeait, chaque bruit dans l'appartement devenant suspect. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, une vibration étrange a résonné dans la pièce. Mon téléphone, que je pensais éteint, s'est rallumé. L'écran affichait une seule notification, une vidéo reçue par un numéro inconnu. Avec les mains tremblantes, j'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait l'intérieur de mon appartement, en temps réel. La caméra se déplaçait lentement, s'approchant de la porte de ma chambre. Une voix douce chuchotait. « Tu croyais pouvoir m'échapper ?» Je me suis levé d'un bond, mon cœur battant à tout rompre. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit derrière moi, un léger grincement. Je me suis retourné lentement, et dans l'obscurité de l'entrée, j'ai vu une silhouette familière. Lucas était là, son sourire glacial éclairé par la lumière de mon téléphone qu'il tenait dans sa main. « Je t'avais dit que tu n'aurais plus besoin de ça, » murmura-t-il. Le monde sembla s'arrêter. Je n'avais nulle part où fuir. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris, j'étais piégé, depuis le début. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Gabriel sur Tinder. C'était un dimanche soir, je m'ennuyais et je faisais défiler les profils sans grande conviction, jusqu'à ce que je tombe sur sa photo. Il avait un sourire énigmatique, presque rassurant, et des yeux qui semblaient lire au plus profond de vous. Sa description était concise, mais captivante, amateur de bons livres et d'endroits cachés. Toujours à la recherche de quelque chose de spécial, j'ai hésité un moment, puis j'ai glissé à droite. Quelques secondes plus tard, c'était un match. La conversation a commencé simplement, comme toutes les autres. On a parlé de nos goûts en musique, de nos restaurants préférés, et de ces petits endroits que peu de gens connaissent en ville. Ce qui m'a frappé dès le début, c'est qu'il semblait toujours deviner mes réponses avant que je ne les formule complètement. Quand je mentionnais un artiste que j'aimais, il l'appréciait déjà. Quand je parlais d'un lieu que je voulais visiter, il semblait déjà y être allé. Après une semaine d'échange, il m'a proposé qu'on se rencontre.
Il a suggéré un restaurant italien qui, curieusement, faisait partie de ma liste depuis des mois, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de tester. J'ai accepté, intrigué par cette coïncidence. Le jour du rendez-vous, Gabriel était déjà là quand je suis arrivé. Assis à une table près de la fenêtre, il avait l'air parfaitement à l'aise, comme s'il m'attendait depuis toujours. Dès que je suis entré, il s'est levé, un sourire chaleureux sur les lèvres, et m'a salué par mon prénom, comme si on se connaissait depuis des années. Pendant le dîner, j'ai remarqué des détails étranges. Chaque fois que je m'apprêtais à poser une question ou à faire un commentaire, il répondait avant même que je n'ouvre la bouche. Cela aurait pu passer pour de la prévenance, mais c'était trop précis, trop calculé. À un moment, il a mentionné un souvenir d'enfance que je n'avais jamais partagé avec personne. J'ai ri nerveusement, en lui demandant comment il savait cela. Il s'est contenté de sourire et a changé de sujet. Quand la soirée s'est terminée, je suis rentré chez moi avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Gabriel était charmant, attentionné, mais il y avait quelque chose en lui qui me mettait mal à l'aise. Ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé, ce rendez-vous ne ressemblait pas à une première rencontre. C'était comme s'il me connaissait déjà depuis longtemps. Les jours qui ont suivi ce premier rendez-vous ont été marqués par une étrange routine. Gabriel et moi continuions de parler, et il proposait toujours des endroits différents pour nos rencontres. Chaque fois, il choisissait des lieux qui semblaient incroyablement bien alignés avec mes goûts ou mes souvenirs, comme s'il connaissait déjà mes préférences les plus personnelles. Un soir, il m'a emmené dans un parc où j'allais souvent avec ma famille quand j'étais enfant. Je n'en avais parlé à personne depuis des années, et pourtant, il avait trouvé cet endroit. Quand je lui ai demandé comment il avait su, il a souri doucement et répondu « Je savais que ça te plairait. » C'est à partir de ce moment que ses comportements ont commencé à devenir plus étranges. Gabriel me demandait des choses de plus en plus spécifiques et invasives. Au début, c'était subtil, il voulait savoir à quelle heure exacte je me levais ou ce que je faisais avant de dormir. Ensuite, il m'a demandé des photos de mon quotidien, parfois dans des moments précis, comme pendant que je préparais à manger ou que je regardais la télévision. Une fois, il a insisté pour que je lui envoie une photo de moi au réveil. Sans filtre, pour mieux te voir toi-même, disait-il en riant. J'ai trouvé cela bizarre, mais je l'ai fait, pensant qu'il s'agissait d'un caprice inoffensif. Mais ses demandes ne s'arrêtaient pas là. Il voulait savoir où je me trouvais à chaque instant, me demandant parfois d'activer ma localisation en direct pour être sûr que tu es en sécurité. À mesure que ces demandes devenaient plus fréquentes, une sensation désagréable s'installait en moi. Il semblait tout savoir de ma vie, comme s'il avait toujours une longueur d'avance. Une fois, il m'a offert un livre que j'avais envisagé d'acheter mais que je n'avais jamais mentionné à personne. J'ai ri nerveusement, demandant « Tu lis dans mes pensées ou quoi ?» Il a simplement répondu « Je te connais bien, c'est tout. » Mais ce n'était pas tout. Lors d'une autre rencontre, il m'a tendu une enveloppe contenant une mèche de mes cheveux. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais donné ça à personne, et pourtant, là, c'était dans ses mains. Je l'ai trouvé un jour où tu m'as laissé entrer dans ton monde, a-t-il dit avec un sourire calme, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Il ne s'agissait plus de coïncidence ni d'un intérêt innocent. Gabriel avait franchi une limite, mais je ne savais pas encore jusqu'où il était prêt à aller. Après cet incident avec la mèche de cheveux, une angoisse permanente s'est installée en moi. Quelque chose n'allait pas avec Gabriel, et je devais en savoir plus. Ce soir-là, une fois rentré chez moi, j'ai décidé de chercher des informations sur lui. Je suis allé sur son profil Tinder, mais il avait disparu. Plus aucune trace de nos conversations, ni même de son compte. C'était comme s'il n'avait jamais existé sur l'application. Inquiète, j'ai essayé de le trouver sur d'autres réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, rien. Pas la moindre photo, pas le moindre compte. C'était impossible qu'un homme aussi connecté, qui semblait savoir tant de choses sur moi, n'ait aucune présence en ligne. C'est à ce moment-là que l'évidence m'a frappé. Je ne savais absolument rien sur Gabriel. Le lendemain, j'ai décidé de revisiter certains des lieux où nous nous étions rencontrés, espérant trouver une explication ou quelqu'un qui pourrait me parler de lui. Je suis retourné au restaurant de notre premier rendez-vous et ai demandé au serveur s'il se souvenait de Gabriel. À ma grande surprise, il m'a répondu qu'il n'y avait aucun homme correspondant à sa description ce soir-là. Selon lui, j'étais venu seul. Déconcerté, je me suis dirigé vers le parc de notre deuxième rencontre. Là encore, aucune trace de lui. Un couple assis à la table voisine m'a assuré que je n'avais parlé à personne. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Ma confusion s'est transformée en panique. Tout ce que je croyais vrai semblait s'effondrer. Pourtant, je savais que Gabriel existait. Je pouvais encore entendre sa voix, voir son sourire dans ma tête.
Mais chaque fois que j'essayais de prouver son existence, il disparaissait comme une ombre insaisissable. Ce soir-là, alors que je m'efforçais de trouver un sens à tout cela, une notification est apparue sur mon téléphone. C'était un message de Gabriel. Pourtant, son numéro n'était enregistré nulle part dans mes contacts. Le message disait simplement « Tu n'as pas besoin de me chercher, je suis toujours là ». Un frisson glacé m'a parcouru. Comment savait-il ce que je faisais? Était-il en train de me surveiller à cet instant précis? Je me suis levé pour vérifier mes fenêtres, mais je n'ai vu personne. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence, quelque part dans l'obscurité. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. J'avais l'impression que Gabriel était toujours là, quelque part, même quand je ne le voyais pas. Mon téléphone ne cessait de vibrer avec des messages étranges, souvent juste des mots ou des phrases qui n'avaient aucun sens, mais qui me glaçaient le sang à chaque fois. « Je sais où tu es. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je suis là. » Je commençais à devenir paranoïaque. Je vérifiais mes portes et fenêtres plusieurs fois par nuit, et à chaque coin de rue, je scrutais l'obscurité, me demandant si j'allais croiser son regard. Mais il ne se manifestait pas de manière évidente. Il n'était jamais dans la foule, ni dans les endroits où je pensais le trouver. Pourtant, il était toujours là, dans l'ombre. Un soir, après une journée particulièrement stressante, je suis rentré chez moi et j'ai décidé de passer un moment sur mon canapé, en essayant de me détendre. J'ai activé la caméra de sécurité de mon appartement, espérant y trouver un peu de réconfort, mais ce que j'ai vu m'a fait perdre toute rationalité. Dans l'enregistrement, on voyait l'ombre d'un homme qui se tenait devant ma porte, immobile. Il n'avait pas son visage visible, mais sa silhouette était indéniablement celle de Gabriel. Il ne bougeait pas. Il restait là, comme une présence figée dans le temps. J'ai regardé les vidéos en boucle, le cœur battant à tout rompre. Il était là, dehors, à m'observer. Et puis, soudainement, il a disparu. Pas de bruit, pas de mouvement. Il avait simplement disparu dans le noir, comme s'il n'avait jamais été là. Je n'ai pas osé sortir. Pendant des heures, je suis resté à scruter mes caméras, attendant qu'il réapparaisse. Et il est revenu. Chaque soir, il était là, immobile, dans la même position, juste à l'extérieur. Un regard vide, fixé sur ma porte, comme s'il attendait que je fasse quelque chose. Une nuit, je n'ai pas pu supporter l'attente. J'ai décidé de sortir, de le confronter. Mais en ouvrant ma porte, j'ai eu l'impression qu'il m'attendait déjà dans les ténèbres. Le frisson qui m'a envahi m'a paralysé. J'ai reculé précipitamment, refermant la porte avec une force que je ne me connaissais pas. Il n'était pas là, mais je savais, au fond de moi, que je n'avais aucune échappatoire. Gabriel était partout, et il n'avait aucune intention de partir. Au bout de quelques jours, j'ai remarqué quelque chose de plus inquiétant encore. Des objets dans mon appartement avaient disparu. Des petites choses, comme des livres ou des bijoux, mais assez pour me faire perdre mes repères. Et toujours, ce sourire qui me hantait. Ce sourire que je pouvais presque sentir derrière moi, chaque fois que je me retournais. Je n'étais plus seul dans ma propre vie. Gabriel était dans chaque recoin, chaque réflexion, chaque pensée. Et plus je tentais de fuir, plus il devenait une ombre omniprésente, me suivant dans mon propre enfer. Une nuit, alors que je n'avais cessé de chercher des réponses et de fuir cette sensation oppressante de malveillance, quelque chose de pire s'est produit. J'étais assise dans mon salon, luttant contre le sommeil, quand j'ai entendu un bruit venant de ma fenêtre. J'ai immédiatement sursauté, et à travers le rideau, j'ai vu une silhouette se dessiner dans l'obscurité. Je me suis figé, une boule d'angoisse dans le ventre. C'était Gabriel. Il se tenait là, juste en face de ma fenêtre, avec son sourire déstabilisant. Il ne bougeait pas, il ne disait rien, mais son regard pénétrait chaque parcelle de mon âme, me figeant sur place. J'ai eu l'impression qu'il m'observait depuis des heures, comme s'il attendait que je fasse le moindre mouvement. Mais j'étais paralysé, trop effrayé pour bouger ou même respirer correctement. J'ai décidé de prendre mon téléphone et de vérifier les messages qu'il m'avait envoyés ces derniers jours. Mais à ma grande horreur, il n'y avait plus aucune trace de ses précédents textos. Plus de messages, plus de notifications. Comme si tout avait été effacé, comme si tout ce que j'avais vécu n'avait jamais existé. Je l'ai appelé, et il a répondu, au bout de quelques secondes. « Tu as enfin compris, n'est-ce pas ?» Sa voix était calme, presque douce, mais elle me glaçait jusqu'à la moelle. « Je suis partout. Et je serai toujours là. » Un frisson glacé m'a envahi. Je n'ai pas osé répondre. Je ne pouvais pas. C'était comme si chaque mot qu'il prononçait faisait partie de mon propre esprit, comme si je n'avais jamais eu de véritable contrôle sur ma vie. J'ai senti une pression dans la pièce, un poids lourd, comme si les murs eux-mêmes se refermaient autour de moi. Et soudainement, le bruit d'un autre message.
Je l'ai ouvert, avec hésitation, et les mots étaient ceux-ci. Tu as cherché à savoir qui je suis, mais maintenant, tu vois bien que tout est déjà trop tard. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Le téléphone est tombé de mes mains, et quand je me suis retourné, il était là, dans la pièce, juste devant moi. Son sourire, plus grand, plus dérangeant que jamais, ne laissait aucune place à l'évasion. Il n'était plus une ombre lointaine, il n'était plus un profil sur une application. Il était là, dans ma vie, dans ma tête, et il n'y avait plus de frontières entre nous. À ce moment-là, je savais que je n'échapperais plus jamais à lui. Et ce sourire, celui qu'il portait sur son visage, allait me hanter pour le reste de mes jours. Je m'appelle Laura, et récemment, j'ai décidé de me remettre dans le jeu des rencontres en ligne. Après une relation longue et difficile, je ressentais le besoin de tourner la page, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ainsi que je suis tombé sur le profil de Julien sur Tinder. Son sourire, légèrement en coin, me donnait l'impression qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Ses messages, eux, étaient empreints d'humour et d'intelligence. En quelques échanges, j'étais déjà intrigué. Nous avons discuté de tout et de rien pendant des jours, nos goûts en musique, nos films préférés, nos voyages rêvés. Julien semblait différent, pas comme les autres hommes que j'avais rencontrés auparavant. Il y avait une sincérité désarmante dans ses mots, une façon de répondre à mes questions comme s'il me connaissait déjà. C'est lui qui a proposé le rendez-vous. Je connais un petit restaurant qui sert les meilleurs plats du coin, avait-il écrit. Calme, parfait pour discuter. Je t'enverrai l'adresse. L'idée me plaisait. Pas trop de bruit, pas trop de monde. Juste une conversation entre nous deux. Le soir du rendez-vous, j'étais nerveuse. Mes mains tremblaient légèrement en ajustant mon maquillage devant le miroir. Je me demandais si Julien serait aussi charmant en vrai qu'il l'était en ligne. Une partie de moi hésitait à encore rencontrer quelqu'un que je n'avais jamais vu, après tout, comportait des risques. Mais quelque chose dans sa manière de me parler m'avait mis en confiance. J'arrivais au restaurant avec quelques minutes d'avance. L'endroit était exactement comme il l'avait décrit. Intime, chaleureux, avec une lumière tamisée qui créait une ambiance apaisante. Je m'assis à une table près d'un grand miroir mural et commandai un verre de vin pour patienter. Mon cœur battait fort, mais je me convainquais que c'était l'excitation. Les minutes passaient. Je vérifiais mon téléphone presque compulsivement, mais aucune notification n'apparaissait. Les autres clients semblaient absorbés dans leur conversation, et moi, je me sentais de plus en plus seul à cette table. Où était-il? Les minutes se transformaient en une attente oppressante. Mon verre de vin était à moitié vide, et l'excitation qui m'avait accompagné jusqu'ici s'était lentement dissipée pour laisser place à une inquiétude sourde. J'avais envoyé un message à Julien, « Tu es en route ?» mais il n'y avait pas de réponse. Mon esprit commençait à tourner en rond. Peut-être avait-il changé d'avis? Peut-être était-il en retard? Je regardais autour de moi, espérant apercevoir quelqu'un qui correspondrait à sa description. Rien. Juste des couples discutant tranquillement et un serveur qui passait de table en table. Mon estomac se serrait un peu plus à chaque seconde. C'est alors que mon téléphone vibra sur la table. Un message. Je me penchai rapidement pour le lire, pensant enfin avoir une explication. Mais ce que je vis fit monter en moi une sensation de malaise immédiat. « Tu vas me voir très bientôt. » Je clignai des yeux, relus le message plusieurs fois, comme si mon esprit refusait d'accepter ce que je voyais. Pas de contexte, pas d'excuse pour son retard. Juste cette phrase énigmatique qui semblait flotter dans l'air autour de moi. Un frisson glacé me parcourut le dos. J'essayais de me raisonner, peut-être était-ce une tentative maladroite de plaisanterie? Julien m'avait semblé avoir un sens de l'humour un peu particulier, après tout. Mais à ce moment précis, assis seul dans ce restaurant presque vide, il n'y avait rien de drôle. J'appuyai sur l'icône pour l'appeler, espérant entendre sa voix, obtenir une explication. Mais à l'autre bout de la ligne, il n'y avait pas de tonalité normale. À la place, j'entendis un bruit étrange, comme un mélange de grésillements et de murmures étouffés. Je retirai le téléphone de mon oreille, confuse, le regardant comme s'il était défectueux. Puis je sentis quelque chose. Ce n'était pas tangible, pas quelque chose que je pouvais nommer. Mais c'était là, une présence, une impression d'être observé, d'être épié, comme si des yeux invisibles étaient fixés sur moi. Je levai la tête instinctivement, et mon regard croisa celui du grand miroir mural. Mon cœur s'arrêta net. Dans le reflet, il y avait un homme. Il se tenait debout juste derrière moi, immobile, les bras le long du corps. Ses yeux étaient figés sur moi, un regard intense, presque vide, qui me glaça le sang. Et ce sourire étiré, grotesque, qui ne semblait pas humain. Je pivotai d'un mouvement brusque pour voir derrière moi.
Personne. Mon souffle était court, et mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Je me retournai à nouveau vers le miroir, les mains tremblantes, espérant que mes yeux m'avaient joué un tour. Mais il n'y avait rien. Juste mon propre reflet, pâle, les yeux écarquillés par la peur. J'essayais de me calmer. Peut-être étais-je fatigué? Peut-être que l'ambiance tamisée du restaurant et les reflets de la lumière avaient créé une illusion. Je pris une gorgée de vin pour apaiser mes nerfs, mais l'arrière-goût amer ne fit qu'accentuer mon malaise. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil dans le miroir, incapable de m'en détourner complètement. Chaque fois que je regardais, j'avais cette peur irrationnelle de voir à nouveau cet homme derrière moi. Mais il n'y avait rien, juste le calme apparent du restaurant, presque trop parfait. Soudain, quelque chose changea. Le bruit ambiant sembla s'étouffer. Les rires légers et les conversations des autres clients s'effacèrent progressivement, comme si quelqu'un baissait le volume d'un poste de radio. Mon verre de vin trembla légèrement dans ma main, et je me sentis coupé du reste du monde. Puis je le vis à nouveau. Cette fois, il n'était pas derrière moi, mais au bout du restaurant, dans le reflet du miroir. Toujours immobile, toujours avec ce sourire tordu. Ses yeux, sombres et pénétrants, semblaient chercher les miens, me transpercer. Je me retournai instinctivement vers l'endroit où il aurait dû se trouver, mais il n'y avait rien. Pas de table, pas de chaise vide. Juste le mur et une lumière vacillante. Quand je regardai à nouveau le miroir, il était plus proche. Je reculai brusquement ma chaise, renversant presque mon verre sur la table. Mon instinct me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Mes doigts glissèrent sur l'écran de mon téléphone alors que j'essayais de composer un numéro, mais rien ne fonctionnait. L'écran clignotait étrangement, affichant des lignes brouillées comme celles d'une vieille télévision. C'est alors que je l'entendis. Une voix, faible mais distincte, résonna à l'intérieur de ma tête. Ce n'était pas un son naturel, mais une sorte de murmure sifflant, comme si quelqu'un parlait à travers un interphone défectueux. « Tu ne peux pas m'échapper? Tu m'as déjà vu. » Mon sang se glaça. Je serrai mon téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal, et je tentai de me lever. Mais à ce moment précis, je sentis un souffle glacé effleurer ma nuque. Je sursautai, mon corps tout entier paralysé par la peur. Ce souffle, glacial, presque tangible, caressait ma nuque comme une main invisible. Je tournai la tête brusquement, m'attendant à voir quelqu'un, quelque chose, mais il n'y avait rien. Juste l'air vide et oppressant du restaurant, qui semblait avoir changé d'atmosphère. Les lumières au-dessus de ma table vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je me levai d'un bond, mon cœur tambourinant dans ma poitrine, et me dirigeai vers la sortie. Chaque pas semblait un effort surhumain, comme si l'air lui-même s'opposait à mon mouvement. Alors que j'atteignais la porte, je réalisai qu'elle semblait plus loin. Bien plus loin que la distance que je pensais avoir à parcourir. Mes pieds glissaient presque sur le sol, et le monde autour de moi devenait flou, comme si je marchais dans un rêve. Les conversations, qui avaient complètement disparu, laissèrent place à un silence anormal, brisé uniquement par le bruit de mon propre souffle erratique. Je regardai à ma droite et vis un autre miroir, plus petit, accroché près du bar. Mon sang se figea lorsque je le vis à nouveau. Il était là, plus proche cette fois. Ses traits étaient plus nets, plus terrifiants. Ses yeux sombres me fixaient avec une intensité presque surnaturelle, et son sourire. Ce sourire, déformé, comme s'il se réjouissait de ma terreur, était plus large qu'il n'aurait dû l'être. Je détournai les yeux et courus vers la sortie, ignorant les regards s'il y en avait des autres clients. Mes mains tremblantes attrapèrent la poignée de la porte, mais elle ne bougea pas. Je tirai, puis poussai, en vain. La porte était verrouillée. Ou pire, elle refusait simplement de s'ouvrir pour moi. Une voix derrière moi interrompit mes efforts désespérés. Une serveuse, jeune, souriante, se tenait à quelques pas de moi. « Tout va bien, madame? Vous avez besoin d'aide ?» Son ton était chaleureux, presque trop chaleureux pour la situation. Je tournai la tête pour lui répondre, mais à ce moment-là, mes yeux se posèrent sur son reflet dans le miroir à côté de nous. Ce n'était pas son visage. Dans le reflet, c'était lui. Ses yeux noirs, son sourire effrayant. Sa bouche bougea, mais ce n'était pas sa voix que j'entendis, c'était la sienne, rauque et échoïforme. « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas fuir. » Je poussai un cri, me retournant vers la serveuse, mais son visage avait changé. Ses traits étaient devenus vides. Ses yeux me regardaient sans cligner, et son sourire s'étirait d'une manière inhumaine, presque comme dans le miroir. Je reculai, trébuchant sur mes propres pieds, et me ruai vers une autre porte, celle qui menait aux toilettes. Je claquai la porte derrière moi et m'adossai à elle, tremblante, essayant de reprendre mon souffle. Mais lorsque je levai les yeux,
Le miroir des toilettes me renvoya une image qui me fit hurler. Il était là, derrière moi, encore plus proche qu'avant. Mes jambes tremblaient, mes mains glissaient sur la surface froide du lavabo, et mon souffle s'accélérait à un rythme incontrôlable. Le reflet dans le miroir ne bougeait pas, mais ses yeux, noirs et insondables, semblaient m'engloutir. Je voulais fuir, mais où? La pièce exiguë des toilettes me donnait l'impression d'être enfermé dans une cage. Je fermais les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, un délire né de la fatigue ou de mon imagination. Mais même les paupières closes, je sentais sa présence. Une pression invisible dans l'air, un poids écrasant qui semblait s'enrouler autour de moi. Quand je rouvris les yeux, il n'était plus dans le miroir. Le soulagement fut bref. Un murmure s'éleva, juste à côté de mon oreille. Ce n'était pas une voix humaine. C'était quelque chose de cassé, de distordu, comme un enregistrement qui sautait. « Regarde-moi !» Je me tournai brusquement, prêt à crier, mais il n'y avait rien derrière moi. Juste le mur carrelé des toilettes. Pourtant, je savais qu'il était là. Pas dans la pièce, mais en moi. Une douleur soudaine envahit ma poitrine, comme si mon cœur était pris dans un étau. Je tombai à genoux, mes mains agrippant le sol. Ma vision se brouillait, mais dans ce flou, je voyais des images, des fragments qui ne m'appartenaient pas, un visage d'enfant en pleurs, une ruelle sombre, des ombres mouvantes, et toujours ce sourire. Je luttais pour respirer, pour reprendre le contrôle, mais quelque chose m'envahissait. Ce n'était plus juste une peur physique. C'était comme si une partie de moi se brisait, s'effaçait. Dans un ultime effort, je me relevai et me précipitai hors des toilettes, trébuchant jusqu'à mon véhicule garé à l'extérieur. Je m'enfermai dans la voiture, tremblante, et tournai la clé dans le contact. Le moteur démarra, et je poussai un soupir de soulagement, croyant enfin pouvoir m'échapper. Mais alors que j'ajustais le rétroviseur pour regarder derrière moi, mon cœur s'arrêta. Il était là, assis sur le siège arrière, parfaitement immobile. Ses yeux se croisèrent avec les miens dans le miroir, et ce sourire infâme s'élargit encore, presque impossiblement. Je me retournai d'un geste paniqué, mais une fois de plus, le siège était vide. Pourtant, quand je regardai de nouveau le rétroviseur, je ne vis pas le vide. Je ne vis pas lui. Je me vis moi-même. Mais ce n'était pas vraiment moi. C'était mon visage, mais mes yeux étaient noirs comme les siens, et ce sourire grotesque s'étirait sur mon reflet. Et puis sa voix résonna une dernière fois, cette fois parfaitement claire, comme un écho dans ma propre tête. « Maintenant, tu es à moi. » Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans, et comme beaucoup de gens de mon âge, je me suis laissé tenter par les applications de rencontres. Après tout, le monde moderne rend les relations presque impossibles à construire sans l'aide de la technologie. Alors, un soir, après une journée particulièrement ennuyeuse au travail, je me suis installé sur mon canapé avec un verre de vin et j'ai commencé à swiper sur Tinder. La plupart des profils que je voyais n'avaient rien de spécial, des photos mal cadrées, des descriptions banales, et cette éternelle mention de voyage et cuisine. Et puis, il y avait lui, Alexis. Son sourire était à la fois chaleureux et énigmatique. Ses yeux, d'un bleu glacial, semblaient vous transpercer à travers l'écran. Sa description était simple mais différente, à la recherche de ce qui ne s'oublie jamais. Intrigué, j'ai glissé à droite, presque sans réfléchir. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibrait. C'était une correspondance. Il m'avait écrit le premier. Clara, un joli prénom pour une femme visiblement fascinante. Notre conversation s'est déroulée avec une fluidité déconcertante. Il semblait comprendre mes pensées avant même que je ne les exprime. Nous parlions de tout, de nos livres préférés, de nos endroits rêvés à visiter, et même de nos peurs les plus profondes. Chaque mot qu'il écrivait résonnait en moi comme s'il me connaissait depuis toujours. Au bout de quelques jours, Alexis a proposé qu'on se rencontre. Il a suggéré un parc en ville, un endroit calme et éloigné de l'agitation, idéal pour discuter tranquillement. L'idée m'a charmé. Peut-être était-ce la façon dont il choisissait ses mots ou cette sensation inexplicable de confiance qu'il inspirait, mais j'ai accepté sans hésiter. Alors que j'appuyais sur envoyer pour confirmer notre rendez-vous, un frisson m'a parcouru. Était-ce de l'excitation ou une légère appréhension? Je ne saurais le dire, mais à cet instant, je ne pouvais pas imaginer à quel point cette décision allait bouleverser ma vie. Le soir du rendez-vous, je me suis préparé avec soin. Je voulais faire bonne impression, mais sans en faire trop. Une robe sobre, un manteau long pour me protéger du froid et mes bottines préférées. Avant de partir, je me suis regardé dans le miroir, tentant de calmer ce mélange d'excitation et d'appréhension qui montait en moi. Le parc qu'Alexis avait choisi était à une vingtaine de minutes à pied de chez moi.
Je l'avais déjà traversé plusieurs fois en journée, mais jamais la nuit. Sous le clair de lune, il avait une toute autre atmosphère. Les arbres semblaient plus grands, leurs branches entrelacées formant des ombres inquiétantes sur les allées pavées. Le silence y régnait, seulement brisé par le bruissement des feuilles sous le vent. Je l'aperçus près d'un banc, légèrement en retrait, là où la lumière des lampadaires semblait s'éteindre. Il portait un manteau noir, ses mains enfouies dans les poches, et me fixait avec ce sourire qui avait tant attiré mon attention sur son profil. « Clara, » dit-il en s'avançant, sa voix grave et calme résonnant dans l'air frais de la nuit. « Tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginé. » Ces mots me firent rougir, et je ris nerveusement pour cacher mon embarras. Il était exactement comme je l'avais imaginé, peut-être même plus. Son regard, cependant, avait quelque chose d'indéfinissable, une intensité qui me mettait à la fois à l'aise et sur mes gardes. Nous avons commencé à marcher le long de l'allée principale. La conversation était fluide, presque naturelle, mais quelque chose, dans le fond de ma conscience, me paraissait légèrement décalé. Il me parlait de ses voyages, de ses passions, mais toujours avec cette étrange habitude de ramener le sujet à une personne qu'il appelait d'elle. « Elle avait l'habitude de marcher ici, » murmura-t-il à un moment, en regardant autour de lui. Ce parc était son endroit préféré. C'est drôle comme les souvenirs restent, même quand tout le reste disparaît. Je fronçai légèrement les sourcils. « Elle? Qui est-ce » demandai-je, tentant de cacher mon malaise. Il tourna lentement la tête vers moi, son sourire s'effaçant. Quelqu'un que je n'oublierai jamais. Son ton avait changé, devenant plus froid, presque mécanique. Je sentis un frisson parcourir mon échine, mais je me forçai à sourire, cherchant à détendre l'atmosphère. Nous continuâmes à marcher, mais une étrange sensation s'installait en moi, comme si quelque chose d'invisible nous observait depuis l'ombre des arbres. Nous continuâmes à marcher le long des allées sombres du parc, mais le malaise que je ressentais ne cessait de grandir. Alexis, qui jusque-là avait été charmant, commença à montrer des comportements que je ne pouvais ignorer. Parfois, il s'arrêtait brusquement et fixait un point invisible dans les ténèbres, ses lèvres bougeant comme s'il murmurait quelque chose que je ne pouvais entendre. « Tu sais, Clara, » dit-il soudain, brisant le silence qui s'était installé, « les gens pensent que tout finit un jour, mais ils se trompent. » Je tentai un sourire nerveux. « De quoi parles-tu exactement ?» Il tourna la tête vers moi, et à ce moment-là, je remarquai quelque chose d'étrange dans son regard. Ses yeux, qui m'avaient semblé si vivants et captivants lors de nos conversations, paraissaient maintenant vides, comme si la lumière qui les animait avait disparu. Une expression que je ne saurais décrire, un mélange de vide et de fixation intense, me fit détourner les yeux presque instinctivement. « Certains liens ne peuvent pas être brisés, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Je ris nerveusement, essayant de cacher mon inconfort. « Tu es un vrai philosophe, dis donc. Mais je ne suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir. » Il ne répondit pas, se contentant de marcher à mes côtés, ses mouvements devenant plus lents, presque maladroits. À un moment, alors que nous passions près d'un grand arbre, il s'arrêta net et posa une main sur son front, comme s'il était pris de vertige. « Tout va bien » demandai-je, m'approchant légèrement. Il me regarda, et cette fois, son expression était différente. Son sourire était toujours là, mais il semblait forcé. « Tu crois au destin, Clara ?»« Je ne sais pas, » répondis-je prudemment. « Pourquoi ?»« Parce que certaines choses sont inévitables, » dit-il en un souffle, avant de détourner le regard, ses yeux fixant quelque chose dans l'obscurité. C'est à ce moment que j'ai réalisé que l'ambiance autour de nous avait changé. Le vent, qui soufflait légèrement depuis le début de notre promenade, était tombé, laissant un silence oppressant. Les ombres des arbres semblaient s'étendre, déformées, comme si elles bougeaient indépendamment des branches. Je voulais partir. Tout mon corps me criait de trouver une excuse pour mettre fin à cette étrange rencontre, mais quelque chose m'empêchait de bouger. Une peur sourde, instinctive, m'enchaînait à cet endroit, à cet homme dont le comportement devenait de plus en plus dérangeant. Et puis il murmura, presque imperceptiblement. Elle aussi avait peur, tu sais. Je sentis mon cœur s'arrêter un instant. De quoi est-ce qu'elle avait peur? Il tourna lentement la tête vers moi, et cette fois, ses yeux semblaient presque noirs, comme s'ils avaient absorbé toute la lumière autour. De ne jamais pouvoir partir. Le silence qui suivit ces paroles était presque assourdissant. Un frisson glacé me parcourut l'échine alors que je le fixais, sans savoir quoi répondre. Les mots semblaient se coincer dans ma gorge. Je n'arrivais pas à détacher mon regard des siens, comme si quelque chose d'invisible m'enchaînait à cet instant précis. Alexis se tenait là, immobile, le vent ayant complètement cessé de souffler autour de nous. Le parc était figé dans une sorte de calme étrange et oppressant, comme si même le monde lui-même retenait son souffle. Puis, tout à coup,
Il se redressa, ses yeux se voilant encore plus, et il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de reprendre son souffle après avoir couru pendant des heures. « Clara !» Il prononça mon nom d'une voix basse et rauque, presque comme un avertissement. Tu sais, parfois, on rencontre des gens pour la dernière fois sans même le savoir. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par là, mais une peur sourde commençait à m'envahir, un pressentiment terrible que quelque chose n'allait pas. Je reculai instinctivement d'un pas, mes yeux scrutant autour de moi, cherchant une sortie, une échappatoire à cette situation de plus en plus irréelle. Puis, sans crier gare, Alexis s'arrêta de marcher. Il se tourna brusquement vers moi, son regard toujours plus vide, comme si toute l'humanité venait de disparaître derrière ses yeux. « Regarde, dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Nous allons nous revoir, tu sais. » Avant même que je puisse réagir, il disparut. Littéralement. Une fraction de seconde auparavant, il se trouvait juste devant moi, et maintenant, plus rien. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement. Le vide s'était emparé de l'endroit où il se tenait. Mon cœur s'emballa, mes jambes tremblèrent sous l'effet du choc. Je reculai précipitamment, cherchant frénétiquement à comprendre ce qui venait de se passer. La panique m'envahit. Il ne pouvait pas simplement avoir disparu, n'est-ce pas? C'était impossible. Pourtant, je ne voyais plus rien de lui, ni même un signe qu'il avait été là. J'ai regardé autour de moi, les mains tremblantes, cherchant une explication rationnelle à cet événement absurde. C'est alors que j'ai vu quelque chose sur le banc où nous nous étions assis quelques minutes auparavant. Un petit morceau de papier, presque invisible dans l'obscurité. Je m'y précipitai, espérant y trouver un indice qui pourrait m'aider à comprendre ce qui venait de se produire. Je pris le billet tremblant, le dépliai. Les mots écrits à la main étaient simples, mais terrifiants. Nos chemins se croiseront à nouveau. Je laissai tomber le billet sur le sol, le regard perdu dans l'obscurité. Un sentiment de terreur absolue m'envahit, comme si le monde entier venait de se dérober sous mes pieds. Le chemin du retour vers chez moi était un véritable supplice. Mes jambes tremblaient et mes pensées se bousculaient dans ma tête, tentant de rationaliser ce qui venait de se passer. Chaque bruit me semblait suspect, chaque ombre un présage. Le billet que j'avais trouvé sur le banc me hantait, et la phrase inscrite semblait se répercuter dans mon esprit. Nos chemins se croiseront à nouveau. Lorsque je suis arrivé chez moi, je verrouillai la porte derrière moi avec une nervosité palpable. J'avais l'impression d'être suivi, bien que je n'ai vu personne. La sensation d'être observé ne m'avait jamais quitté. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que le fruit d'une imagination trop fertile, mais l'inquiétude persistait, tenace et indomptable. Je pris une douche chaude, espérant apaiser la tension qui m'envahissait. Pourtant, même sous l'eau, je ne pouvais échapper à cette étrange sensation que quelque chose clochait. Après avoir fini, je m'habillai rapidement et allai me coucher, le cœur lourd. Mais, en posant la tête sur mon oreiller, je remarquai quelque chose de dérangeant. La lumière de la fenêtre était tamisée, mais elle révélait quelque chose sur le sol près de la porte d'entrée. Je me levai, incertaine, et m'approchai lentement. C'était une empreinte de pas. Mais ce n'était pas une empreinte normale. Elle semblait à moitié effacée, comme si quelqu'un avait marché sur le sol avec des chaussures trempées, mais en s'effaçant progressivement à mesure qu'il s'éloignait. Mes yeux s'écarquillèrent d'horreur. Quelqu'un avait été là. Mais qui? Je vérifiai mes fenêtres, mes portes. Tout était verrouillé. Rien n'avait été perturbé, sauf cette empreinte étrange, comme si elle ne faisait pas partie de ce monde. Frénétiquement, je fouillai l'appartement, vérifiant chaque recoin, mais rien. Je tentais de me convaincre que j'avais imaginé tout cela. Après tout, ce genre de peur était une réaction normale après une expérience aussi perturbante. Mais cette sensation que quelque chose d'invisible m'entourait, me surveillait, restait ancrée. Le lendemain matin, je partis au travail dans un état d'esprit encore plus agité, la sensation de déjà-vu me pesant lourdement. Pourtant, en ouvrant mon téléphone, quelque chose attira mon attention. Une notification sur Tinder, un message. Le profil d'Alexis était toujours là, mais quelque chose clochait. Il n'y avait plus aucune photo, juste un fond noir. Et le message? Je savais que tu reviendrais. Un frisson glacé me parcourut à cet instant précis. Comment savait-il? Comment pouvait-il savoir cela? Je regardai autour de moi, en proie à une terreur irrationnelle. Puis, à l'instant même où je voulais effacer ce message, une dernière notification apparut. Je serai toujours là. Je lâchai le téléphone, le cœur battant à tout rompre, et je sentis, dans chaque fibre de mon être, que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu son profil. Son prénom était simple, mais intrigant, Alexandre.
Sa photo montrait un homme à l'allure élégante, légèrement en retrait, avec un sourire discret qui semblait cacher un secret. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais quelque chose dans ses yeux captait mon attention. Peut-être était-ce ce mélange d'assurance et de mystère qui m'a attiré. Nous avons commencé à échanger des messages, d'abord timidement, puis plus intensément. Il avait une manière de parler qui me fascinait. Ses mots étaient choisis avec soin, comme s'il connaissait exactement ce que je voulais entendre. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il ne parlait presque jamais de lui. Chaque fois que je posais une question sur son passé, il détournait habilement la conversation, me posant à son tour une question si captivante que j'en oubliais ma propre curiosité. Il savait comment flatter, comment me faire sentir spécial. Il disait des choses comme « Tu as une manière unique de voir le monde, c'est rare de rencontrer quelqu'un comme toi. » Et, dans ma solitude, ces mots résonnaient profondément. C'était comme s'il me comprenait mieux que quiconque. Après quelques semaines, il a proposé que l'on se rencontre en personne. J'hésitais. Quelque chose en moi m'avertissait que ce n'était peut-être pas une bonne idée, mais je me suis dit que je devenais paranoïaque. Après tout, il semblait si respectueux, si attentif. Il a insisté sur le fait qu'un simple café suffirait, rien de plus. Alors, j'ai accepté. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que cette décision allait changer ma vie. Quand je suis arrivé au café, il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il m'a vu avant que je ne le remarque, et son regard m'a immédiatement mise mal à l'aise. Ce n'était pas un regard curieux ou bienveillant, mais quelque chose de plus intense, presque possessif. Pourtant, je me suis forcé à sourire et à m'approcher. Il s'est levé pour m'accueillir, grand et imposant, avec une aisance qui contrastait avec ma nervosité. Il portait une veste sombre, parfaitement ajustée, et sa voix était douce, mais ferme. « Tu es encore plus belle en vrai. » Cette phrase, qui aurait dû me flatter, sonnait presque comme une déclaration de propriété. Dès les premières minutes, j'ai senti une tension dans l'air. Il posait des questions qui semblaient innocentes au début, mais leur ton devenait de plus en plus intrusif. Il voulait savoir pourquoi je vivais seul, pourquoi je ne parlais plus à certains amis, ou pourquoi j'avais choisi ce métier en particulier. Ce qui était étrange, c'est qu'il semblait déjà connaître certaines réponses, comme s'il testait si j'allais être honnête avec lui. Pendant que je parlais, il me coupait parfois, corrigeant mes propos ou reformulant mes phrases. Non, ce que tu veux vraiment dire, c'est « Oh, tu penses ça parce que tu n'as pas encore vu les choses comme elles sont vraiment. » À chaque correction, je sentais mon estomac se nouer un peu plus. Il y avait un moment où j'ai essayé de reprendre le contrôle de la conversation, mais il riait doucement, presque condescendant, avant de me ramener à son sujet préféré. Moi. C'était comme s'il voulait me déconstruire, pièce par pièce, pour mieux me comprendre, ou peut-être mieux me contrôler. Je jetais des coups d'œil furtifs à l'horloge du café, espérant que le temps passe plus vite, mais chaque minute semblait s'étirer. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un simple rendez-vous, c'était une sorte de jeu psychologique dans lequel je ne voulais plus être impliqué. Pourtant, j'avais encore l'impression d'être piégé. Au fil de la conversation, son comportement est devenu encore plus étrange. À un moment donné, il a mentionné le nom de mon meilleur ami d'enfance, quelqu'un dont je n'avais pas parlé depuis des années. Sur le moment, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais il a continué, révélant des détails de ma vie que je n'avais jamais partagés avec lui. Tu te souviens de cette période difficile au lycée? Ça a dû être dur de te relever après ce qui s'est passé. Il a dit cela avec un ton presque compatissant, mais il n'aurait pas dû savoir. Personne, à part mes proches, ne connaissait cet épisode de ma vie. Le froid s'est installé dans ma poitrine. Comment pouvait-il savoir ça? J'ai demandé, d'une voix tremblante, s'il avait fait des recherches sur moi. Il a souri, ce sourire calculé, et a répondu calmement. On s'intéresse aux personnes qui comptent. Non. Puis il a commencé à parler de mes peurs, des choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Il savait que j'avais une peur irrationnelle des sous-sols sombres, que je détestais être seul dans des endroits isolés. Chaque mot qu'il disait me donnait l'impression qu'il lisait un livre ouvert sur ma vie, un livre auquel je n'avais jamais donné accès. J'ai essayé de cacher ma panique, mais il l'a remarqué. Il s'est penché légèrement vers moi et a murmuré « Tu n'as pas à avoir peur. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. » À ce moment-là, mon instinct de survie s'est déclenché. Je savais que je devais partir. Mais l'idée de me lever, de me retourner et de lui tourner le dos me terrifiait. C'était comme s'il avait tout prévu, chaque mouvement, chaque réaction. Je me sentais complètement vulnérable, comme une proie face à un prédateur. Je ne pouvais plus rester là. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Prétextant un appel urgent, je me suis levé précipitamment. Alexandre a incliné la tête, m'observant d'un regard calculateur,
mais n'a pas essayé de me retenir. Une fois sorti du café, j'ai marché aussi vite que possible, sans oser regarder derrière moi. Je n'ai respiré un peu plus librement qu'après avoir atteint ma voiture et verrouillé les portes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à insérer la clé dans le contact. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement bloqué son numéro et supprimé son profil de mes contacts. Je voulais effacer toute trace de lui. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque bruit dans la maison, chaque craquement, me faisait sursauter. Aux alentours de minuit, j'ai entendu quelque chose. Des pas, lents, calculés, à l'extérieur, juste sous ma fenêtre. Je me suis figé, mon souffle coupé. J'ai tendu l'oreille, espérant que ce soit mon imagination. Mais les pas ont continué, se déplaçant doucement le long de la façade de la maison. Je me suis approché de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre, et j'ai écarté légèrement le rideau. Dans l'obscurité, je ne voyais rien de clair, mais j'avais la sensation oppressante que quelqu'un était là, caché, à m'observer. Trop effrayé pour sortir ou appeler à l'aide, je me suis glissé sous mes couvertures, comme une enfant terrifiée, priant pour que ce cauchemar s'arrête. Je me suis finalement endormi à l'aube, épuisé et envahi par un sentiment de vulnérabilité que je n'avais jamais connu auparavant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un poids étrange dans la poitrine. Je voulais croire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais en descendant pour récupérer le courrier, j'ai trouvé une enveloppe blanche posée soigneusement devant ma porte. Elle n'avait ni timbre ni adresse, seulement mon prénom, écrit à la main avec une précision glaçante. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo de moi prise la veille, au café. Sur le dos de la photo, il avait écrit « Tu es encore plus belle quand tu as peur ». Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas seulement suivi mes mouvements, il avait été suffisamment proche pour prendre cette photo sans que je m'en rende compte. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres, puis appelé un ami pour lui demander de venir. Je ne voulais pas rester seul une seconde de plus. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, je recevais des signes de sa présence partout. Une rose rouge laissée sur mon pare-brise, un message anonyme sur mes réseaux sociaux disant « Tu ne peux pas m'effacer ». Un soir, alors que je me sentais à bout de force, la sonnette de ma porte a retenti. J'ai regardé par le Judas, mais il n'y avait personne. Cependant, collée sur la vitre, il y avait une nouvelle photo. Cette fois, c'était une image de ma maison, prise de nuit, avec une silhouette sombre visible dans le jardin. Je n'ai jamais su comment il faisait pour disparaître aussi vite, ni à quel point il connaissait ma routine. La seule chose dont j'étais certaine, c'est qu'il voulait que je sache qu'il était toujours là, toujours prêt à frapper à nouveau. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était une nuit où j'avais déménagé, changé de numéro et supprimé toutes mes traces en ligne. Pourtant, à 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un message inconnu, « Tu pensais vraiment pouvoir me fuir ?» Depuis ce jour, je vis avec la peur constante de le voir réapparaître. Parce qu'au fond de moi, je sais qu'il n'a jamais vraiment disparu. Je m'appelle Laura, et je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire. Tout a commencé de manière si banale, si normale, que j'ai du mal à croire comment les choses ont basculé. J'étais fraîchement célibataire, encore un peu amer après une rupture difficile, mais mes amis m'avaient convaincu de m'inscrire sur Tinder. Pour te changer les idées, disait-elle. Alors, j'ai créé un profil, sans grande conviction, en me promettant de ne pas trop m'investir. Un soir, je suis tombé sur Gabriel. Dès la première photo, quelque chose chez lui m'a captivé. Il avait ce regard intense, comme s'il pouvait percer vos pensées en un instant. Nous avons commencé à discuter, et très vite, nos échanges sont devenus captivants. Il semblait deviner mes goûts, mes passions, même mes pensées les plus enfouies. Je lui ai parlé de mon amour pour la littérature classique, et il a mentionné mon roman préféré, comme si c'était une évidence. Nos conversations étaient fluides, naturelles, presque trop parfaites. Il posait des questions qui me mettaient à l'aise, comme s'il savait exactement ce que je voulais entendre. Quand il m'a proposé de nous rencontrer, j'ai hésité une seconde, mais je n'ai pas pu résister. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café en centre-ville. Lorsqu'il est arrivé, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Il était encore plus impressionnant en personne. Grand, élégant, avec une voix douce mais sûre, il avait une aura presque magnétique. Notre premier rendez-vous s'est déroulé comme dans un rêve. Nous avons parlé de tout, littérature, voyage, philosophie. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nommer à ce moment-là. Une sensation, légère mais persistante, que Gabriel savait déjà tout de moi. Pas seulement ce que je lui avais dit, mais des choses que je n'avais jamais partagées avec personne.
Après ce premier rendez-vous, j'étais sur un petit nuage. Gabriel semblait parfait, presque trop pour être vrai. Nous avons continué à nous voir régulièrement, et à chaque rencontre, il trouvait une nouvelle manière de me surprendre. Une fois, il m'a offert un livre rare dont j'avais toujours rêvé, sans que je ne lui en parle. Une autre fois, il m'a emmené dans un restaurant qui, par hasard, servait mon plat préféré. Tout semblait calculé, mais tellement subtil que j'y voyais seulement des coïncidences heureuses. Puis, petit à petit, des détails ont commencé à me déranger. Ce n'était rien de concret au début, juste des phrases qu'il laissait échapper. Une fois, il a mentionné que je devais probablement être claustrophobe, ce qui est vrai, mais je ne lui avais jamais dit. Une autre fois, il a évoqué une peur que j'avais eue enfant, celle d'être seul dans le noir, comme s'il avait été là pour le vivre avec moi. Au départ, je me disais qu'il était simplement observateur. Peut-être avais-je laissé échapper ces informations sans m'en rendre compte, mais plus je réfléchissais, plus ça ne collait pas. Certaines choses qu'il semblait savoir étaient trop personnelles, des souvenirs que je gardais enfouis, même avec mes proches. Un soir, alors que nous dînions chez lui, il a dit quelque chose qui m'a glacé. Nous parlions de nos rêves d'enfants, et il a décrit, avec une précision troublante, un cauchemar que j'avais fait plusieurs fois quand j'étais petite. Un escalier interminable qui devenait de plus en plus sombre et étroit à mesure que je descendais. Je n'avais jamais raconté ce rêve à personne. Je l'ai regardé, essayant de rire pour cacher mon malaise. Il a simplement souri, un sourire qui, pour la première fois, m'a semblé froid, presque calculé. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis demandé qui était réellement Gabriel, et pourquoi il semblait me connaître mieux que moi-même. Quelques jours après ce dîner étrange, Gabriel m'a invité chez lui à nouveau. Malgré mon malaise grandissant, j'ai accepté, persuadé que j'exagérais et que mes doutes n'étaient que le fruit de mon imagination. Après tout, il n'avait rien fait de mal. Peut-être était-il simplement très intuitif. Sa maison était impeccablement rangée, presque trop parfaite, comme si elle n'était qu'un décor. Nous avons pris un verre de vin, et il a commencé à poser des questions. Pas des questions normales? Non. Il me demandait des choses précises, presque invasives, sur mes peurs, mes insécurités. Et si tu te retrouvais enfermé dans une pièce sans issue, a-t-il demandé d'une voix douce. Je me suis figé. Pourquoi tu me demandes ça? Il a haussé les épaules, avec un sourire en coin. Simple curiosité. J'ai ri nerveusement, essayant de changer de sujet, mais il est revenu à la charge. Tu sais, Laura, tout le monde a des peurs qui les paralysent. Mais toi, tes peurs, elles sont si uniques. Un frisson m'a parcouru. Comment tu sais ça? C'est à ce moment-là qu'il a basculé. Son ton est devenu plus grave, son regard plus intense. Je ne te l'ai pas dit? Je peux les voir. Tes peurs, tes cauchemars. Il me parle. J'ai éclaté de rire, mais mon cœur battait à tout rompre. C'est une blague, n'est-ce pas? Il s'est approché de moi, si près que je pouvais sentir son souffle. Et si je te montrais? Avant que je ne puisse répondre, tout a changé. La pièce s'est assombrie, les murs semblaient se rapprocher. J'avais l'impression d'étouffer. Je me suis levé précipitamment, mais mes jambes tremblaient. La porte, que j'avais pourtant vue ouverte quelques instants plus tôt, était maintenant fermée, comme si elle n'avait jamais existé. « Gabriel! Arrête ça !» ai-je crié, paniqué. Il est resté là, immobile, un sourire presque amusé sur le visage. « Ce n'est qu'un début, Laura. Tu devrais t'habituer à moi. » Et soudain, tout est redevenu normal. Les murs étaient à leur place, la porte ouverte. Mais moi, je n'étais plus la même. Je savais qu'il avait dit la vérité. Il contrôlait mes peurs. Et il venait de commencer. Les jours suivants, les cauchemars sont devenus plus intenses, plus réels. Chaque nuit, je fermais les yeux, et les images de mes pires terreurs me hantaient, mais d'une manière tellement vivante que je ne pouvais plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Gabriel était toujours là, quelque part dans l'ombre, manipulant mes peurs comme s'il en était le maître. Un soir, je me suis retrouvé dans ma propre salle de bain, une sensation de suffocation m'envahissant. J'avais l'impression d'être prise au piège dans la petite pièce, les murs se resserrant autour de moi. L'air devenait de plus en plus lourd, je me suis mis à paniquer, cherchant frénétiquement la porte, mais il n'y en avait plus. J'étais enfermé dans un espace clos, dans un noir absolu, les parois de la pièce s'effondrant lentement sur moi. J'ai crié, j'ai hurlé, mais personne ne m'entendait. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans mon propre lit, en sueur, le cœur battant la chamade. L'horreur était toujours là, dans ma poitrine, comme si j'avais vécu ce cauchemar pour de vrai. Mais je savais que ce n'était qu'un jeu. Un jeu de Gabriel. Chaque nuit, la peur prenait de nouvelles formes. Je me retrouvais à errer dans des endroits inconnus, seul,
pris au piège dans un labyrinthe sans fin. J'entendais des bruits étranges dans les coins sombres de la pièce, des chuchotements glacés qui semblaient provenir de mes pires souvenirs. Et Gabriel n'était jamais bien loin. Un jour, alors que je rentrais chez moi, je suis entré dans mon appartement et j'ai immédiatement ressenti cette sensation familière. Quelque chose n'allait pas. Un frisson glacé m'a parcouru. J'ai vérifié toutes les fenêtres, toutes les portes. Rien. Mais il y avait cette présence, ce malaise qui m'étouffait, ce sentiment qu'il était là, observant. Puis, je l'ai vu. Gabriel, immobile, dans l'ombre de mon salon, me fixant intensément. Son regard m'a paralysé. « Tu penses que tu peux m'échapper » a-t-il dit calmement, sa voix résonnant dans ma tête. « Tu ne peux pas fuir tes propres peurs, Laura. » Avant que je ne puisse répondre, tout s'est assombri, et la terreur m'a envahi à un niveau que je n'avais jamais ressenti. Tout autour de moi est devenu un abîme de peur, chaque pièce, chaque objet semblait prendre vie pour me menacer. Je me suis sentie totalement impuissante, comme si je n'avais plus de contrôle sur rien. J'ai couru, mais chaque coin de la pièce semblait me renvoyer à lui. C'était comme si Gabriel avait complètement pris le contrôle de mon esprit, me forçant à revivre mes pires moments encore et encore. Le sol se dérobait sous mes pieds, et j'ai commencé à croire qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Les frontières entre la réalité et mes peurs se sont effondrées. Chaque jour, chaque moment passé avec Gabriel semblait de plus en plus flou, comme s'il n'était qu'une ombre se glissant dans mes pensées. Je n'étais plus certaine de ce qui était réel. Était-il vraiment là, ou tout cela n'était-il que le produit de ma peur grandissante? Lors de notre dernier rendez-vous, il m'a demandé de le rejoindre dans un parc isolé, un endroit calme où nous pouvions discuter, loin du monde. J'étais terrifié, mais je ne pouvais pas lui dire non. Tout en moi criait que j'avais besoin de comprendre, de trouver une explication à tout ça. Nous nous sommes assis sur un banc, sous les arbres, le vent soufflant doucement à travers les feuilles. Gabriel, toujours aussi calme, m'a regardé fixement, presque avec pitié. « Tu as compris, n'est-ce pas » m'a-t-il dit. « Je suis une partie de toi, une manifestation de tes plus grandes peurs. Ce que tu ressens, ce que tu vois, tout cela vient de ton esprit. » Je l'ai regardé, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. « Non, tu n'es pas, ça ne peut pas être vrai. Si, Laura, tu as ouvert cette porte. Tu m'as permis d'entrer, de prendre racine dans tes peurs les plus profondes. Tu m'as laissé te contrôler. » Il a souri, un sourire froid et inhumain. « Et maintenant, tu es à moi. » Les voix dans ma tête se sont faites plus fortes, et je me suis senti prise au piège dans un cauchemar sans fin. L'air autour de moi semblait se tordre, se déformer, et je pouvais sentir ma respiration se couper. J'ai essayé de m'éloigner, mais mes jambes ne répondaient plus, comme si elles étaient ancrées dans le sol. Gabriel s'est penché vers moi, et j'ai senti son souffle glacial sur ma peau. « Tu n'échapperas jamais à tes peurs, Laura. Elles sont en toi, et elles ne partiront jamais. » Tout autour de moi s'est transformé. Le parc est devenu un lieu sombre, menaçant, les arbres se tordant comme des créatures qui me surveillaient. Je pouvais presque entendre des murmures, des rires étouffés, comme si le monde lui-même se moquait de ma souffrance. Et puis, un silence de mort. Je me suis retourné pour regarder Gabriel une dernière fois, mais il avait disparu. Tout était redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. J'ai fui cet endroit, mon cœur battant la chamade, mais à chaque pas, je sentais que quelque chose me suivait. Est-ce que Gabriel était réel? Ou était-il une partie de moi, une hallucination alimentée par mes propres peurs? Je n'en savais plus rien. Tout ce que je savais, c'est que, peu importe où j'allais, il serait toujours là, dans les recoins sombres de mon esprit, me rappelant que mes pires terreurs étaient bien plus réelles que je ne voulais l'admettre.